Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo de François en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1 et puis toujours avec nos 4 éditorialistes de valeur et de talent. On va commencer par la valeur, c'est notre ami Francis Taloupo qui nous revient pour Africa numéro 1. Vous allez bien? Ben oui, c'est la dernière émission. Hein. C'est la dernière émission, mais ça va être la meilleure, vous allez voir. Et puis Nadir Djenad de Beurre FM, lui c'est la jeunesse, c'est l'énergie, c'est l'enthousiasme, mais ça va bien. Merci pour les autres. Et voilà, je savais bien que ça finirait par arriver. Dominique Volton n'a pas pu se retenir. Le directeur de recherche au CNRS est parmi nous. On est bien heureux qu'il soit là. On s'est demandé où il était hier, mais il va nous en parler tout à l'heure. Vous allez bien? Oui, il va bien, mais il écoute même plus que je le raconte maintenant. Il va bien. Bon, et puis enfin, Éric Zemmour, le polémiste bien connu du Figaro, que l'on retrouve dans beaucoup d'émissions de télévision. Je n'ai pas dit trop, hein. J'ai dit beaucoup. Oui, pas, mais même beaucoup, c'est pas qu'on appelle beaucoup. Voilà, si vous voulez nous écrire, eh ben, c'est simple. On a un mail qui va s'afficher à l'écran. C'est hebdofranço@rfo.fr. hebdofranço@rfo.fr. Voilà, alors au sommaire de cette émission, vous l'avez vu cette semaine, Dublin plus Bruxelles égale crise européenne, la laïcité qui semble se noyer dans une piscine quelque part en Isère, et puis enfin les indigènes de la République qui ont créé la polémique avec une expression pour le moins discutable. Voilà, mais avant d'en venir à Bruxelles, à ce qui s'y passe, un petit mot, je voudrais que Dominique Volton, vous ayez la gentillesse brièvement de vous transformer, parce que vous n'aimez pas trop, en journaliste pour nous résumer votre journée d'hier, parce que vous avez manifesté hier. Attendez, ce que je n'aime pas trop, ça fait quand même 25 ans que je n'arrête pas d'écrire en faveur du statut des journalistes. Bon, on est content. Allez. Alors dites-nous ce qui s'est passé hier au CNRS. Les journalistes ne sont pas toujours à la hauteur de leur métier, mais c'est comme les chercheurs. On va essayer d'être à la hauteur aujourd'hui. On peut vous laisser ça, si vous mais j'ai voulez. pas fini, c'est comme les chercheurs. Mais attendez, Alors, les chercheurs. Vous avez le cul un peu sensible, les journalistes. Vous critiquez facilement les autres et vous n'aimez pas qu'on vous critique. Nous vous écoutons. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est la énième réforme du CNRS, parce que si vous voulez, chaque pouvoir politique veut faire sa réforme du CNRS. Ça a l'air un peu plus grave que les autres fois, en tout cas. Oui, parce que ça provoque des manifestations. Oui, bien sûr. Ça, c'est vrai. C'est la deuxième fois seulement depuis la création du CNRS en 36 que le conseil d'administration n'a pas pu se tenir. En fait, ce qui se passe derrière la crise de communication, c'est une crise de confiance. Si vous voulez, le CNRS, c'est la recherche fondamentale. C'est très compliqué à comprendre et surtout à organiser. Donc, le CNRS, c'est 6 grands départements pour l'ensemble des connaissances, plus 2 horizontaux. Donc, ça fait 50 disciplines. Donc nous sommes le seul organisme au monde, c'est vrai, pour un petit pays, à avoir une recherche intégrée d'excellente qualité. Et donc on veut naturellement la rendre plus ouverte sur les universités, mais c'est fait, puisque nous avons 1200 unités de recherche et 80% sont mixtes déjà avec l'université. Et nous voulons que la recherche fondamentale soit la recherche appliquée, et c'est fait depuis 30 ans. Donc il y a manifestement méconnaissance de la part des autorités politiques de ce qu'a fait le CNRS depuis 30 ans, ces réformes, et le pouvoir politique, puisqu'il a tout à fait le droit, veut faire une autre orientation. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est la concertation. Et vous savez, nous les scientifiques, on est plutôt des gens assez légitimes, parce que notre logique c'est plutôt 20-30 ans, donc les gouvernements passent et on continue. Donc quand un gouvernement veut faire une réforme du CNRS, la moindre des choses, c'est qu'il a conscience que les gens qui sont en face de lui sont plutôt très intelligents, et que par conséquent, il faut de la constatation. Ah oui, quand même, vous savez, c'est pas facile d'être chercheur, c'est pas facile, parce que ça suppose que vous ne pensez pas du tout comme les autres. Donc c'est pas évident de le savoir qu'on pense pas en maths, en physique, en chimie, en sciences humaines, etc. Alors, donc là, ce qui s'est passé là, c'est que le gouvernement a fait une petite concertation et a pensé, comme dans d'autres secteurs, qu'il pourrait passer en force. Alors nous, on est plutôt des moteurs diesel, les chercheurs, c'est-à-dire qu'on est très lent à se mobiliser. Et c'est vrai, quand vous avez une opposition comme ça veut dire qu'il y a un vrai problème, pas seulement de communication, mais de confiance politique. La crainte, c'est quoi? C'est évidemment, mais c'est la même chose pour l'audiovisuel, hein, il y a d'autres secteurs, c'est que sous couvert d'une espèce de modernisation de la recherche, sur lesquels il faudrait revenir, on pourrait couper le CNRS. Et ça joue sur 3 secteurs précis. Les sciences de la vie, c'est-à-dire le département des sciences de la vie du CNRS est à lui tout seul plus gros que l'INSERM, donc vous voyez. L'informatique est en partie à l'INREA, mais qui est beaucoup dans le CNRS en théorie informatique dans l'ensemble des départements. Et sur le statut, naturellement, des sciences de l'homme. Et le paradoxe, moi qui suis au CNRS depuis 30 ans, c'est que là où il y a un immense progrès, c'est que les scientifiques de maths, physique, chimie, biologie, sciences de l'univers, disait à 30 ans et encore, mais pourquoi est-ce qu'on met les sciences de l'homme dans le CNRS? Là, il y a un progrès gigantesque. Tout le monde admet que le plus compliqué, c'est pas la matière, c'est pas la nature, c'est pas la vie, c'est l'homme et la société. Donc il y a une espèce de décalage entre un pouvoir politique qui veut faire une réforme, qui a tout à fait le droit de vouloir la faire, et le fait qu'il ne se donne pas les moyens d'entendre des objections en face pour qu'on arrive à un minimum de consensus. Donc on y arrivera. On y arrivera. Mais ça fait pas mal, vous êtes ça fait pas mal de assez dégâts. Optimiste sur le fait qu'il y aura une possibilité de c'est pas consensus. compliqué. Le gouvernement, dans ce secteur et dans d'autres, pense, hélas, on a vu la même chose pour les 35 heures pour la représentativité syndicale et d'autres, qu'on peut passer en force. Le prix à payer des démocraties, surtout dans les secteurs, c'est qu'il faut négocier. C'est qu'il faut négocier. Et ça prend du temps. Un rapide tour de table. Non, Francis Taloupo, écoute. Non, moi j'écoute, je suis pas un spécialiste du tout. Je pense qu'il faut quand même tenir compte du fait que
la recherche française par rapport aux autres est un peu en recul, qu'on a une fois de plus, vous avez tout. Non, je sais pas tout. J'ai Non, dit, laissez-le finir tout de même. Laissez-le finir. Vous parliez il y a 2 minutes d'une forme de négociation, laissez-le au moins finir. Merci. Mais attendez, si vous voulez, je dis ça très prudemment. On vient d'avoir un prix Nobel du CNRS il n'y a même pas un mois. Attendez, je dis pas qu'il n'y en a pas. On a vu quand même dans plusieurs. Pas de problème. Non mais Mme Ligotto, on va laisser terminer. Pas, mais c'est. On ne sait suis pas un pas encore ce qu'il va dire. Moi, je sais pas ce qu'il va dire. Est en retard. Non, par rapport à qui, par rapport à quoi? Je dis pas qu'elle est en retard, je dis que depuis 20-30 ans, j'ai lu des choses là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste du tout, mais je constate, c'est sans doute à l'origine de la réflexion du gouvernement, j'ai lu beaucoup de choses pendant la campagne présidentielle aussi, c'est que la recherche française est en recul par rapport à ce qu'elle était dans le monde il y a 20 ans, moins de prix Nobel, moins de découvertes, moins de brevets par exemple. Mais c'est complètement faux. Mais c'est complètement faux, c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus de brevets qu'il y a 30 ans. On a créé un office spécial. Par rapport aux autres pays du monde, il y a moins. On voulait faire un petit point d'actualité. Allez-y. Vous dites que vous ne savez rien, mais vous n'arrêtez pas. Bon, Nadir, vous savez quelque chose sur la recherche ou vous avez peur de vous faire accrocher? Si on vous contredit et que c'est interdit, il faut le dire. C'est pas grave. Il y a des sujets interdits, d'interdiction de Vous savez que c'est la dernière émission, Jean-Philippe. Vous savez ça, vous en souvenez. N'importe quoi sur n'importe quoi, vous avez toujours raison. Je dis n'importe quoi comme d'habitude. On va essayer d'éviter ce genre de débat parce que ça mène à rien. Disons qu'on a eu un point d'information. On aura, j'espère, l'occasion de revenir parce que, plaisanterie mise à part, au-delà de la polémique, c'est vrai que quand on voit combien est payé un chercheur en début de sa carrière en France, et à la fin, ça fait peur parce que c'est très peu payé. Moi, j'ai vu les chiffres. Moi, je veux bien échanger le salaire de M. Zemmour contre le mien et je suis classe exceptionnelle au CNRS. C'est-à-dire au sommet de la hiérarchie. Moi aussi, j'ai une classe exceptionnelle. Bon, voilà, lui aussi, il est classe exceptionnelle, il a dit. Il n'y a pas de limite à la modestie. Il n'y a jamais de limite à la modestie. Il n'y a jamais de limite à la modestie. Bon, allez, on arrête un peu. Je veux bien échanger. J'aimerais bien qu'on passe à la suite. Depuis que les Irlandais ont dit non au traité la semaine dernière, on peut pas dire que les affaires européennes vont bien, hein, parce que il y avait le sommet européen. Le sommet européen s'est empressé de décider que surtout il ne fallait rien décider. Et puis Nicolas Sarkozy qui va prendre la présidence de l'Union européenne dans quelques temps, là, dans un avenir plus que proche. Finalement, Nadir Djenad, vous n'avez pas l'impression, vous, que il prend cette présidence avec comment dire, dans une situation où, même s'il a parlé, il a cité l'expression incident irlandais, c'est un peu plus qu'un incident, c'est peut-être même un accident. Et c'est toute une stratégie qui est remise en cause, non? C'est plus qu'un accident, c'est un revers cinglant pour Nicolas Sarkozy, alors que d'ici 20 jours, la présidence française de l'Union européenne va débuter. D'autant que le chef de l'État s'était personnellement impliqué dans la promotion de ce texte du traité de Lisbonne, après les noms français et néerlandais. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy disait avec ce texte, la France est enfin de retour en Europe. Donc là, on voit que on est de retour à la case départ. Ce traité n'entrera pas en vigueur le 1er janvier 2009. Il devait pas entrer à traité. Oui, il devait pas. Même les Tchèques sont en train de... Voilà. Moi, je pense que l'Europe a un problème majeur, c'est qu'elle n'arrive pas à se rendre légitime aux yeux de ses citoyens. Et le cas de l'Irlande est intéressant parce que s'il y a bien un pays où on pensait que le oui allait l'emporter, c'est bien l'Irlande, parce que l'Irlande doit beaucoup... Le pays a beaucoup profité des subventions européennes. L'Irlande doit beaucoup à l'Union européenne. Son décollage économique doit beaucoup à l'Union européenne. Je citerai un chiffre, 30 milliards d'euros entre 1973 et 1999. Donc l'Irlande est un des pays les plus riches de l'Union européenne, et pourtant le nom l'a emporté. Mais il y a plusieurs raisons. Il y a aussi une raison, il faut dire aussi que la campagne des promoteurs du oui a été très mauvaise. Hein. Donc les nonistes ont été plus virulents lors de la campagne. Mais alors, Éric Zemmour, il y a eu la France, il y a eu les Pays-Bas, maintenant il y a l'Irlande. J'ai trouvé que les gens qui étaient pour le non au référendum, notamment en France, ont été plus que discrets sur ce non en Irlande. Vous avez une explication à cette, si vous voulez, cette discrétion de Violette, je dirais? Là, c'est vraiment un sujet que je suis attentivement depuis à peu près 15 ans. Donc vous avez l'explication. Non, mais je suis les partisans de l'euroscepticisme, ou je sais pas comment on peut dire, depuis le référendum sur Maastricht. C'est vraiment un de mes sujets de prédilection en tant que journaliste politique. Et ils ont subi... En fait, moi, j'ai fait une grave erreur, c'est que je pensais qu'ils allaient refonder le clivage politique, qu'ils allaient changer entre la droite et la gauche, que le clivage n'était plus là, et que le clivage était entre les oui et les non pour l'Union européenne, telle qu'elle est. Et en fait, les partisans du non qui ont eu cette perspective-là aussi ont échoué.
qu'ils soient de droite comme de gauche, ils ont échoué à refonder la vie politique française et européenne sur ces bases-là. Donc c'est un échec et c'est pour ça qu'on les entend pas. Ils n'ont jamais réussi à se rassembler. C'est les échecs de Pasqua, de Séguin, de Chevènement, de tous ces gens-là. Tous ces gens-là ont échoué. Vous ne prononcerez pas le nom de Fabius? Non, parce que Fabius est arrivé à la fin, mais je pourrais le prononcer, vous avez raison, parce qu'en 2005, à mon sens, il avait encore l'occasion de casser le Parti socialiste là-dessus et il n'a pas osé. Donc vous avez raison, on pourrait même citer Fabius. Je dirais qu'en Donc c'est le face... manque de perspective politique qui fait qu'on ne les entend pas. Voilà, d'après Voilà. moi. Deuxièmement, je dirais qu'en face, c'est aussi un échec. C'est-à-dire que c'est ça qui est très intéressant, je trouve, c'est que si vous voulez, les partisans du oui, les partisans de la Fédération européenne avaient un projet aussi, vraiment imposant et important, qui était les États-Unis d'Europe. Et ça, on le sait maintenant depuis des années, ça n'arrivera pas, en tout cas à l'échelle humaine. Donc les deux adversaires, les deux adversaires ont perdu en fait. Donc c'est un double échec. Alors moi je voudrais me tourner un peu vers Dominique Volton là. Les Irlandais, ils avaient déjà dit non au traité de Nice, je crois que c'était il y a 7 ans, en 2001, avant de le ratifier un an plus tard. Alors, on voit bien, là, il y a le sommet européen, on n'arrive pas à se mettre d'accord, visiblement on fait des petites cajoleries aux Tchèques qui sont un peu eurosceptiques, on fait un communiqué qui dit on décide de rien, on se laisse quelques temps, mais tout le monde, en coulisses, envisage de faire voter une seconde fois les Irlandais. Alors, moi, j'ai un peu envie de me demander, il y a eu un refus irlandais, il y a eu un refus des citoyens français, il y a un refus des Pays-Bas, à chaque fois, d'une façon ou d'une autre, on dit vous avez des noms, faut trouver un moyen que vous disiez oui. Il n'y a pas un vrai problème là? Alors, premièrement, c'est quand même compliqué d'avancer à 27. C'est quand même, faut le dire, le redire. Là, on n'en est même pas à 19 en plus. Non, d'accord, mais quand même. C'est-à-dire, faut le dire, l'expérience européenne, c'est la plus grande aventure politique démocratique que nous avons connue depuis toute l'histoire de l'humanité. Donc c'est normal qu'il y ait des ratages, qu'on prenne 5 ans de retard, 3 ans de retard. C'est même extrêmement. 6, 9, 12, 15, 27. Donc là, ce qui se passe, c'est que oui, quelque part, il y a de l'euroscepticisme qui monte, et moi je crois qu'il y a des causes d'analyse sociopolitique qui sont simples à faire. Les peuples ne supportent plus l'eurocratie ou la technocratie. Et comme la mécanique bureaucratique européenne ne cesse d'augmenter son pouvoir d'intervention, et que les pouvoirs nationaux ont de moins en moins de marge de manœuvre, la moindre des choses serait que les eurocrates arrêtent de s'imaginer qu'ils peuvent à eux tout seuls faire l'histoire et la politique et doivent cesser d'intervenir dans plein de secteurs. Je prends l'exemple de la pêche récemment. Oui. Bon. L'interdiction du thon rouge, par exemple. Les eurocrates, je les mettrais volontiers 3 mois sur des bateaux de pêche, voyez, pour voir s'ils ont quand même la même arrogance au bout d'un moment. C'est un peu cruel comme garçon. Pas non, factuel. Les faits, c'est important. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus en Europe une résistance à cette eurocratie. D'une part. D'autre part, c'est vrai que si les peuples votent mal, il faut les faire revoter. Ça, c'est discutable. Mais de toute façon, on sera condamné. Moi, j'avais fait un livre à la sortie de Maastricht qui s'appelait L'Europe, la dernière utopie. C'est notre dernière utopie, mais à condition qu'on sorte de la vulgate technocratique qui existe depuis la fondation du Parti communiste, de l'Union européenne. Oui, c'est pas faux. Jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les non-hollandais, on ne doit pas sonder les reins et les cœurs, on ne doit pas s'autoriser à dire s'ils ont voté ça pour telle et telle raison. J'ai même entendu des arguments assez vulgaires disant, puisque les Irlandais avaient autant obtenu d'argent de l'Europe, ils ont mal fondé de ne pas avoir la reconnaissance du vent. Mais c'est d'une vulgarité insigne. C'est-à-dire qu'on suppose que les gens ne sont que des commerçants, ils engrangent et qu'ils n'ont pas de liberté politique, pas de vision de l'histoire. Les Irlandais sont aussi intelligents que les Allemands, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie crise, il y a un vrai malaise, et pour illustrer le vrai malaise, nous sommes 27, vous avez 14 pays en Europe dans lesquels il y a des mouvements populistes très violents, très anti-européen, et que nous avons fait l'Europe, en gros, avec l'adhésion des peuples pendant 50 ans. Aujourd'hui, il va falloir beaucoup plus négocier, et on ne va pas pouvoir continuer à s'imaginer que ceux qui ne sont pas d'accord sont des vieux conservateurs, ou des gens qui passent l'histoire. Donc ça veut dire que nous avons des signaux d'alerte depuis 10 ans. Il faut être plus intelligent. De plus en plus rouge. De plus en plus rouge. Et si on n'est pas capable de comprendre qu'il faut changer le fusil d'épaule et qu'il faut être un peu plus à l'écoute de l'invention d'un modèle politique qui tiendra compte à la fois de la volonté d'aller vite, mais en même temps de l'obligation d'aller lentement pour que les peuples soient d'accord, et quand ils ne sont pas d'accord, pourquoi? Eh ben, il y aura de plus en plus de mouvements anti-européens. Ça me permet de me tourner vers Francis. Francis, vous n'avez pas l'impression que cette crise-là est en train de révéler la profondeur du fossé qu'il y a entre ce que Dominique Volton appelait les eurocrates et puis les peuples, quoi, les citoyens? Oui, tout à fait. J'abonde dans le sens des propos de Dominique Volton. C'est vrai que on parle de crise institutionnelle, mais on a bien affaire à une crise politique. C'est une crise de démocratie. Parce que le vote irlandais révèle au fond ce qu'on peut considérer comme le péché originel de l'Europe, c'est-à-dire une sorte de sous-développement
démocratique. Je dis pas absence de développement, parce que la démocratie existe au sein de l'Europe, puisqu'il y a des élections européennes, il y a des députés qui représentent le peuple, il y a un parlement, mais il y a un sous-développement démocratique. Ça veut dire que, finalement, je veux dire, les eurocrates, les technocrates et les commissions, on peut pas construire l'Europe uniquement avec eux. Même si, ces technocrates se sont doués, ce sont des grands talents. Il faut peut-être reposer la question politique essentielle de l'Europe, c'est-à-dire comment replacer au centre du projet européen le souverain primaire, c'est-à-dire l'électeur, c'est-à-dire le peuple tout simplement, qui est le premier et dernier décideur. Alors moi j'ai une question toute bête à poser à qui veut y répondre. Pourquoi est-ce que, par exemple, sur le mini-traité de Lisbonne, les Européens n'ont pas décidé qu'on voterait tous en même temps, le même jour, pour essayer tous les citoyens européens? Oui, ça aurait été intelligent, pour essayer de court-circuiter. C'est sûr que c'est un facteur de légitimité qui aurait été fort. Mais ça aurait été la solution. Mais j'ai dit, bon, ceci c'est la question qui se pose aujourd'hui pour l'Europe, pour ses représentants, pour les représentants des peuples, c'est de dire comment en sortir, parce que là, l'Europe est en panne, l'Europe est quand même bloquée. Il y a ce système du vote l'unanimité pour faire avancer un traité. Bon, c'est une bonne chose, je veux dire que c'est également d'inspiration démocratique, sauf que ça pose un souci. Ça pose un problème parce qu'il suffit qu'un pays, bon, l'Irlande, la population de l'Irlande, c'est 0,7% de la population totale de l'Europe, par exemple. Mais bon, je veux dire, chaque pays, je veux dire, a un vote total et plein. Donc il suffit qu'un pays bloque le système et ça ne fonctionne pas. Mais je veux dire, il faut pas désespérer pourtant de l'Europe parce que le discours qu'on entend, c'est le traité européen est en panne, donc l'Europe est en panne. Non, l'Europe existe tous les jours. L'Europe existe avec ses cultures, ses populations, sa monnaie, la libre circulation des biens et des personnes. Et disons qu'il y a une Union européenne, puis de l'autre côté, il y a le l'Europe peuple. existe aussi avec le traité de Nice, parce que c'est vrai que le traité de Nice est à bien des égards critiquable, mais le traité de Nice existe avec ce système de coopération entre pays. Il vaut mieux peut-être imaginer une Europe à plusieurs vitesses par ce traité de Nice, plutôt qu'une Europe en panne. Attendez, parce que moi je voudrais revenir sur un point. Vous allez voir, vous avez l'impression que je m'éloigne du sujet, mais vous allez voir que non. Là, la directive de la honte, comme l'appellent certaines associations, a été votée au Parlement européen. C'est-à-dire que l'Europe a sans aucun problème réussi à l'unanimité à se mettre d'accord pour tacler les sans-papiers clandestins. Là, sans problème. Et d'ailleurs, il y a eu une réaction. Il y a eu des réactions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des secteurs sur lesquels ça semble poser aucun problème. Sauf que là où il y a c'est les députés européens qui ont voté. Il y a deux choses. D'abord, je pense que la popularité de l'Europe serait plus forte si jamais on était capable de se mettre d'accord sur quelques grands chantiers que tout le monde suivrait en parallèle. Il y a des choses simples en politique. Du coup, ça crée de la confiance. Et par exemple, vous l'avez dit, tous voter le même jour pour des grandes élections européennes, ça crée de la légitimité. Alors là où il y a des revers, c'est que nous pouvons pas à la fois être l'espace le plus démocratique du monde, avec les démocraties, les droits de l'homme, et prendre cette fameuse directive de la honte c'est monstrueux, c'est-à-dire qu'on va rejeter encore plus ceux qui ont fait notre richesse économique, parce que rappelons deux chiffres. Il y a 200 millions d'immigrés dans le monde. Il y a 40 millions d'immigrés en Europe sur à peu près 500 millions d'Européens, et il y a entre 4 et 6 millions d'immigrés dans l'ensemble de l'Europe. Donc c'est rien. Et cette richesse des immigrés, elle est fondamentale pour notre économie, pour notre société, pour notre politique, pour notre culture. Et là, les Européens qui sont d'accord sur rien... On parle des immigrés clandestins. Bien sûr, bien évidemment. On ne parle pas des immigrés... Attendez. La moitié des clandestins deviennent un jour des légaux, parce que c'est le problème de l'histoire de l'humanité. Vous n'arrêtez jamais les pauvres, jamais. Les pauvres circulent tout le temps, et l'immigration est depuis toujours la richesse de l'humanité. Le problème, c'est que nous sommes des pays riches, frileux, on veut bien prendre le travail pas cher des immigrés, parce que personne des nationaux ne veut le faire en Europe, et en même temps, on dit qu'ils menacent la civilisation européenne. Donc là, nous sommes dans une contradiction. On comprend, Dominique. Moi, Nadir, je voudrais, parce que juste avant l'émission, Nadir me rappelait une chose toute bête. Il me disait, mais Hugo Chavez, le président du Venezuela, et qui est aussi membre de l'OPEP, vient de dire aux Européens, la directive que vous faites sur les sans-papiers, eh bien moi, je suis prêt à réagir en matière de pétrole. Bien sûr. Alors est-ce qu'on en est là ou est-ce que c'est une menace, en l'air ou quand je vous parlais tout à l'heure de ça, je m'étonnais d'entendre Hugo Chavez voir Evo Morales aussi s'exprimer là-dessus. Evo Morales qui est le président bolivien, qui lui aussi hier avait parlé de manque de dignité de l'Union européenne. C'est humiliant, c'est les riches qui se ferment en disant ailleurs. On va laisser Nadir effectivement le problème de l'image de l'Europe qui vécu à travers le monde, par exemple. C'est vrai que l'image à travers cette directive, mais ce n'est pas la seule. On sait très bien que depuis 1999, au sujet de l'immigration, l'Europe est devenue une forteresse. Je veux dire, donc, il fallait pas une nouvelle directive encore plus pour qu'on lutte efficacement contre l'immigration clandestine. Francis Laloupeau, puis ensuite Éric Zemmour, parce que je le vois secouer la tête de gauche à droite. En général, c'est un signe qui ne trompe pas. Il a envie de prendre la parole. Mais juste une petite information aussi pour compléter ce que disait Nadir. J'ai entendu ce matin le secrétaire français, le secrétaire d'État à la coopération,
indiqué, affirmé sur une radio internationale que la France n'appliquera pas cette directive de l'Europe et que la France la France appliquera sa politique de l'immigration de manière autonome et avec ses propres directives en quelque sorte. Ça veut dire aussi que l'Europe est compliquée. Ça veut dire que ça révèle une chose tout simple, c'est que cette directive est plus politique, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit de l'Europe c'est un signal européen qui est envoyé au monde. Or, la réalité, c'est que l'on se trouve en Italie, en Espagne ou en France, on sait très bien que la réalité de l'immigration dans ces pays-là est une réalité souvent spécifique et qu'il y a une diversité des situations et des histoires des pays avec leur immigration. Alors, c'est vrai, ce qu'il vient de dire, moi aussi je l'ai entendu, Francis, que la France n'ira pas jusqu'aux 18 mois durée totale, durée maximum, que les Européens prévoient pour la rétention. Alors, Éric Zemmour. J'ai été bien sage, j'ai écouté le sermon du pasteur Volton sur l'immigration richesse pour la France et l'Europe. Puis j'ai entendu mais qui vous êtes? Et puis j'ai entendu la forteresse de Nadir. Moi j'ai commencé à vous injurier, vous allez voir, ça va donner. Ça va être rapide. C'est pas une injure. Mais du coup vous autorisez, vous voulez jouer de votre religion, moi? Vous voulez jouer pas de votre religion? On va essayer d'aller un peu vite là. Allez, vous voulez jouer pas de votre religion? Ça me gêne pas. Éric Zemmour, allez. Quelle vulgarité. Par ailleurs, je pense qu'on a dérivé complètement, et ça, je trouve que ce n'était pas le sujet. On parlait de la crise de l'Europe, et on parlait du référendum irlandais. Donc effectivement, j'aimerais y revenir pour dire d'abord, effectivement, comme Francis sur l'immigration, et pour me débarrasser de ce sujet qu'on a déjà beaucoup traité, que de toute façon chaque pays est autonome encore, justement parce que le mini-traité n'a pas fonctionné, puisque le mini-traité prévoyait de communautariser cette question et que donc elle n'est pas communautarisée, que cette directive fermeture, forteresse, tout ça me paraît c'est des grands mots. Réalité, c'est un fait. Je pense que tout ça est faux. L'Europe est le pays qui accueille le plus d'émigrés depuis 30 ans, que ça, effectivement, ça fait partie de la, que ça fait, il y a n'importe quoi qui est exceptionnel. Que ça fait partie de la, que ça crée du dynamisme économique et que ça cause aussi d'énormes problèmes de cohérence des pays, les deux se contredisant sans cesse depuis 30 ans. Je pense maintenant sur l'Europe, je crois que le problème majeur, c'est que c'est intéressant quand Volton dit, c'est une grande vulgarité de dire, comme a dit Delors, en gros, les Irlandais sont adeptes du prends l'oseille et tire-toi. Certes, mais il faut quand même noter que ce qui est intéressant dans ce comportement, c'est qu'effectivement, l'Irlande est le pays sans doute qui a profité le plus de la manne européenne. Mais qu'ils se mettent à voter contre l'Europe quand ils doivent, puisqu'ils sont devenus assez riches. Ils ne votent pas contre l'Europe, ils votent contre un traité. C'est la même chose. Non, c'est pas forcément la même chose. Vous avez le droit d'interpréter un vote. Bah oui, j'ai le droit, comme vous. On a le droit d'interpréter. Ils ont voté contre le mini-traité de Lisbonne. D'accord, précisément. Soyons précis. Soyons précis, ils ont voté contre le mini-traité de Lisbonne. Au moment même où leur richesse collective leur imposerait de contribuer maintenant. En gros, vous parlez de l'égoïsme national, quoi. En gros, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas, je parle pas d'égoïsme national, pour ça c'est normal. Parce que la France a voté non aussi. Mais oui, mais la France elle paye depuis toujours, la France. Et les Pays-Bas. Et les Pays-Bas ils payent depuis toujours aussi. Alors ils voteraient non parce qu'ils payaient. Non, mais je n'ai pas fini. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de sentiment de solidarité européenne. C'est tout ce que je veux dire. Que les peuples ont un sentiment de solidarité nationale qui est déjà difficile à constituer et à conforter, et qu'ils n'ont pas de sentiment de solidarité européenne. C'est tout. Ouais. Je pense que donc peut-être que c'est lié à l'explication que donnait Dominique Volton tout à l'heure des eurocrates. Quand Francis parlait de péché originel, quand Francis parlait de péché originel, il a trouvé le mot. C'est-à-dire que je pense que l'Europe, une des raisons de la construction européenne, c'est justement une espèce de despotisme éclairé. Ouais. C'est pour se débarrasser des peuples. Pour pouvoir les gouverner en dehors des procédures démocratiques qui ne sont que nationales et qui ne peuvent être que nationales, puisque c'est le seul endroit où il y a une langue commune. Aussi bizarre que cela puisse paraître, vos opinions ne sont pas si loin. Vous dites tous les deux que les peuples européens ne se connaissent pas dans l'eurocratie, quoi. La seule chose qu'on sait en histoire. On finira par ce que Dominique Volton a dit. Il faut créer de la légitimité et du désir. Donc c'est vrai que la force de l'Europe, c'est inouï ce qu'elle a fait. Mais par contre, elle n'a pas été capable de créer de forts symboles en dehors d'un hymne qu'on a repris Il faudrait des événements qui régulièrement ponctuent la vie de tous les Européens. Vous en avez parlé très justement des élections.
Il faudrait que l'Europe soit capable de faire quelques grands chantiers, que ce soit sur l'éducation, ou sur la recherche, ou sur la défense, et on dirait on s'occupe de ça et pas du reste, et là on va suivre un calendrier. Et d'un seul coup, il y aurait une mobilisation populaire dans les 27 pays qui permettrait de voir qu'on avance, et surtout être modeste. Être modeste. Plus on est modeste, plus on est concret, plus ça a de la légitimité. On a vraiment du retard. Je voudrais qu'on dise juste un mot, mais vraiment bref. Dominique, au propos de Dominique m'inspire, pour dire simplement qu'il y a un malentendu souvent, c'est de considérer qu'on va créer l'Europe à la manière en quelque sorte des États-Unis, sur le modèle américain. Ce n'est pas la même histoire du tout. Mais c'était pas la même histoire. Mais si, c'est le modèle aux États-Unis. En tout cas, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est pas possible. Donc c'est un des fondateurs. Bon, s'il vous plaît, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est impossible. Tout simplement parce que ce n'est pas la même histoire. Tout simplement. La Constitution européenne et la Constitution américaine étaient le socle des pionniers, et qui ont fondé ensemble dans un même mouvement, dans une même tension, une nation. Avec là, les nations existent déjà. C'était l'objectif. Il s'agit aujourd'hui d'assembler des nations qui ont été éclatées, qui se sont même combattues pendant très très longtemps, et qui, je veux dire, se font dans un ensemble pas commun, abandonner leurs identités. qui ne veut pas abandonner leur identité, qui décide de mettre ensemble un destin commun, mais cela ne peut passer que par des négociations et des compromis successifs. Et peut-être, j'y reviens, par l'intervention du peuple. Ce que Dominique appelle souvent l'intelligence politique, mais permanente, constante. Alors, on aura, je pense que là, comme je dis souvent, on aura l'occasion d'y revenir. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je voudrais qu'on aborde un autre problème, c'est ce qui se passe en France là. Depuis quelques jours, il y a une espèce d'effervescence, je dirais, à propos de la laïcité. Bon, vous avez peut-être suivi. Il y a des horaires de piscine qui ont été réservés exclusivement aux femmes dans une ville d'Isère. De l'Isère. Il y a un projet de match de basket réservé exclusivement aux femmes, une fois encore, même pour le public dans l'Essonne, qui a été annulé à la dernière minute. Et puis, de façon un peu plus ancienne, si vous en souvenez, il y a des cantines scolaires dans la région lyonnaise qui ont décidé de tenir compte d'éventuels interdits religieux en matière d'alimentation. Alors moi, Nadir, c'est pas un peu en danger pour la laïcité, tout ça, tous ces petits coups de canif qu'on le voit partout par rapport à disons, la République une et indivisible, pour reprendre une expression que tout le monde connaît? Non, je ne pense pas que ce soit un danger pour la laïcité, parce que quand on parle de danger pour la laïcité, on parle d'une religion particulière, c'est de l'islam. C'est l'islam ici qui est pointé du doigt. D'ailleurs, dans vos exemples que vous citiez, vous parlez de l'islam. Je tiens à dire quand même que la grande majorité des musulmans, quand même, ne sont pas tous à demander des horaires de piscine, ne sont pas tous à demander des mets particuliers dans les cantines scolaires. C'est juste quelques cas, mais qu'il faut dénoncer. Je pense que quand une association demande un gymnase, c'est-à-dire un lieu public qui appartient à la cité, elle n'a pas à exiger qu'il y ait des horaires pour les femmes ou que l'accès de ce gymnase soit uniquement donc pour les femmes. Donc vous êtes pour une application de la loi stricte, quoi. Voilà, tout à fait. En disant c'est des minoritaires, ces gens-là sont minoritaires. Si ces associations veulent, par exemple, un gymnase ou une salle, par exemple, uniquement accès aux femmes, ben, dans le cas, le payer de leur poche. Elles n'ont pas à demander à la cité. Je veux dire, ce sont des édifices publics comme la piscine, comme les cantines. Vous êtes pour l'égalité, quoi. Voilà. C'est le cas de le dire. Mais attention de ne pas faire d'amalgame. Je pense que ce sont quelques cas. D'ailleurs, vous l'avez fait. Vous avez assemblé plusieurs cas. Parce que c'est l'actualité. Oui, non, mais c'est l'actualité qui pose ça. Il n'y a pas de danger pour la laïcité. Bon, alors il n'y a pas de danger pour la laïcité. Pourtant, moi, j'ai quand même une question à Éric Zemmour. La plupart du temps, ce sont des élus locaux qui prennent ce genre d'initiative et de décision. Parce que vous parliez des associations, il y a peut-être des demandes, mais ce sont des élus, des maires, des adjoints au maire, c'est-à-dire des gens qui sont censés être proches de la population, d'être des qui sont censés dire non, mais ils sont revenus sur leur décision en l'occurrence, c'est vrai. Alors bon, c'est quoi? C'est une forme de clientélisme politique? Mais c'est une réponse à ce que dit Nadir, c'est-à-dire que Nadir, à la fois, selon moi, il a raison quand il dit ce ne sont pas tous les musulmans qui sont demandeurs. Évidemment, ça paraît une évidence. Hein. Mais je me rappeler qu'il y a plusieurs millions de musulmans en France dont on n'entend jamais parler. Je suis bien d'accord, c'est bien ce que je dis. Je dis ça en préambule. Il a tout à fait raison de le rappeler. Maintenant, là où je pense il sous-estime l'importance de toutes ces affaires, je pense s'il y a justement du clientélisme politique, c'est que justement, ce ne sont pas des extrêmes. Non mais ce ne sont pas quelques personnes justement. Si les élus locaux font du clientélisme politique, ils sont pas fous. Ça veut pas dire que ça veut dire que ce n'est plus que 3 personnes. Donc il y a un vrai mouvement de fond. D'ailleurs, moi, je recule à chaque fois. Hein. Oui, parce qu'il y a la pression médiatique. Voilà. C'est intéressant. La pression médiatique, c'est plus compliqué que ça. Disons qu'une pression générale. Oui, voilà. Oui, c'est ce que j'appelle médiatique. Voilà, c'est ce que j'appelle. Ça passe par les médias. Ça passe par les médias. Donc vous dites que finalement, il y a quand même un réel danger parce que. Mais moi, je crois que c'est pas un réel danger. Il y a des politiques qui sont là et qui sont prêts. Non, c'est pas les politiques qui sont là. Arrêtons avec ça. Je veux dire, les politiques ne sont que le reflet
des requêtes de mouvements plus ou moins organisés qui se reposent sur des populations. Ils sont minoritaires, il n'y a qu'à les envoyer balader. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec Nadir là-dessus. Je pense qu'ils ne sont pas extrêmement minoritaires. Ils pèsent beaucoup parce d'abord ils sont mieux organisés que les gens qui ne demandent rien. C'est-à-dire c'est. D'abord c'est pas que les. D'abord oui je tiens à préciser. Il faut préciser. Je tiens à préciser que ce n'est Donc pas un vous parlez mouvement. de qui, par Alors parce que s'il vous plaît. parce que Jean-Marc m'a coupé donc j'avais un truc. J'en ai J'ai coupé. Vite. Oui, non, mais c'est important parce que je fais vite. Simplement, je voulais dire justement, l'islam n'est pas le seul concerné dans cette histoire. Je pense que c'est une histoire très longue qui vient de ces 30 dernières années, où il y a une remise en cause de la laïcité à la mode française, de l'assimilation à la mode française. Oui. C'est-à-dire que on ne veut plus confiner l'identité, et l'identité religieuse en fait partie, mais pas seulement. On ne veut plus confiner l'identité au privé, selon la vieille règle de la laïcité française. On va la faire entrer dans la sphère publique. Dans la sphère publique. Et je pense qu'il n'y a pas que... Vous pensez aux langues régionales, par exemple? Exactement, je pense aux langues régionales, je pense à toutes les religions. Exactement, je pense par exemple au CRIF, au Conseil régional. Non, le CRIF, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Qui s'est octroyé depuis 15 ans un rôle politique qui est absolument complètement indu. Je pense à tout ça, je pense également aux organisations juives qui demandent, comme les musulmans dans les cantines, qu'on respecte leurs interdits religieux. Et l'islam vient au bout de cette histoire avec sa spécificité, c'est-à-dire que dans la plupart des pays où les gens vivaient, ils ne connaissaient pas cette règle laïque française, spécifiquement française, de la répartition entre le public et le privé, et ils rentrent là-dedans comme dans du beurre, si j'ose dire, et les mouvements les plus durs profitent de la situation, profitent de l'affaiblissement de la laïcité française pour essayer d'enfoncer un coin. Exactement. Francis Laloupeau voulait dire un mot. Quelle que soit la proportion des personnes qui en France, je veux dire, veulent imposer dans des localités et dans des régions ce genre de spécificité, je pense qu'il faut se lever en bloc et refuser cela avec la dernière énergie. Parce qu'il y a quand même des modèles qui sont envoyés. Il y a, je veux dire, une sorte de modification sournoise de ce qui constitue quand même des modèles de comportement communs, collectifs dans ce pays. Et personnellement, moi, ça me heurte de vivre, je veux dire, à côté d'un gymnase qui ne soit fréquenté que par des hommes ou des femmes. Je veux dire que la mixité, pour moi, je veux dire, est une donnée, d'abord, je veux dire, est une donnée de vie, simplement. Je veux dire, c'est un témoignage de vie. Ça serait un retour en arrière, en plus, dans notre pays. Et des piscines qui seraient uniquement fréquentées par des hommes ou des femmes, ou des cantines où les enfants seraient séparés selon simplement des particularités, des spécificités, que ce soit religieux ou culturel. Voilà, donc je pense qu'il y a un mode de vie, les Américains diraient a way of life, hein, il y a un mode de vie français. French way of life. Oui, il y a un mode de vie français qui prend en compte parfaitement la diversité. Nous sommes, dans cette émission, nous avons souvent parlé de diversité, d'ailleurs, nous faisons cette émission au nom de la diversité, donc nous ne sommes pas suspects, je dirais, d'aller à l'encontre de cette diversité-là, mais cette diversité fait partie quand même, je veux dire, vous nous dites que la laïcité est un garant de cette diversité, quoi. C'est dans un mode de vie collectif, dans un mode de vie français. Et je crois que il faut éviter toutes les formes de relativisme mou qui permet de tout excuser, de tout expliquer, parce que il y a, je veux dire, des comportements qui sont quand même, je veux dire, chargés de projets sournois au sein de toute société. Faut pas être angélique, quoi. Faut pas être angélique, faut pas être angélique parce que, vous savez, quand on voit par exemple ce qu'on observe là, qui semble être comme ça des cas isolés, on a vu en Allemagne cela se produire. On a vu dans des écoles des autorités scolaires négocier pied à pied tous les matins avec des parents d'élèves qui venaient chaque jour imposer une norme nouvelle, qui venaient chaque jour imposer des spécificités nouvelles, qui refaisaient le menu de la cantine, qui interdisaient à leurs enfants d'aller à la piscine et qui obligeaient leurs filles à venir voiler à l'école. Alors, je pense à la communauté turque par exemple. Au même moment, dans leur pays d'origine, la Turquie, le voile était combattu et interdit. Ouais. Je veux dire que il faut quand même, je veux dire que faut pas non plus, je veux dire, exagérer cette espèce comme ça de relativisme comme ça qui permet d'accepter tout et n'importe quoi dans une société qui a quand même qui a non seulement ses normes, qui a ses normes de vie, ses modes de comportement et sa qualité de vie, je veux dire, qui est quand même séculaire. Pour une fois, je veux dire que je fais l'éloge, je veux dire, de cette République une et indivisible. La laïcité est un mot trop court, je veux dire, de ce point de vue-là. Il y a un mode de vie français, il y a un mode de vie allemand, il y a un mode de vie tunisien, il y a un mode de vie d'Arabie Saoudite. Je veux dire que selon l'endroit où l'on est, on doit, je veux dire, respecter ce mode de vie collectif, cette espèce de globalité majoritaire qui vous accueille. Alors, Dominique Volton, si je dis le respect des cultures d'origine ne justifie pas des différences de traitement au sein de la République, vous me volez dans les plumes ou vous dites que j'ai raison ?
Non, mais je sais pas d'où sort la phrase là. 2 mois. D'accord, là, non, je crois que c'est une citation. Alors, Non, je me serais pas permis de ne pas vous dire quel est l'auteur de cette citation. Il y a des milliards de choses que je ne sais pas. Sur le fond, quand même, c'est vrai que la laïcité, je suis d'accord, n'est pas menacée, parce que s'il y a un patrimoine culturel commun en France, c'est quand même le thème de laïcité, même si ça a été très cher payé. Et je dirais même plus, je pense que, on parlait de l'Europe il y a quelques minutes, je crois que c'est un patrimoine européen. On ne vit pas la laïcité de la même manière dans les différents pays de l'Europe, mais globalement, on a tous compris, vu qu'on s'est tous assassinés les uns les autres depuis des siècles et des siècles au nom des rapports religion-politique, on le sait même si on ne le dit pas dans les mêmes mots, que l'avenir de la démocratie passe quand même par la séparation du politique et du religieux. En Europe. Pourtant, dans le premier projet de la Constitution européenne, il y avait un rappel de la religion qui a été enlevé. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est qu'on a fait si on avait mis les sources de toute la légitimité européenne, si on avait mis à la fois le christianisme, beaucoup de religions. Non, pas du tout. Vous avez beaucoup quand même. Mais il y avait 5 sources. Il y avait le christianisme, l'islam, le judaïsme, la pensée socialiste et la pensée franc-maçonne. Vous avez 5 sources qu'on fait mentalement et politiquement l'Europe. Donc on aurait pu mettre les 5, mais on n'a pas osé aborder à l'époque la question. Revenons à nos moutons, si c'est la j'ose question dire. des racines culturelles. Donc je pense qu'il n'y a pas de menace évidente. 2, je crois même que c'est un patrimoine culturel européen. Pourquoi ça sort de manière violente en ce moment? Parce que pendant très longtemps, le thème de la laïcité a tout de même été lié à un moteur qui s'appelait intégration et ascenseur social, et que du coup ça c'est grippé en France mais ailleurs. Donc du coup, si vous voulez, on se dit le prix à payer and so what. Et la deuxième chose, c'est que c'est lié au mouvement de mondialisation, c'est que plus vous avez d'ouverture, plus vous avez de standardisation, plus vous avez de perte de repères, plus à juste titre les hommes, les peuples veulent conserver leurs identités. Repli non, identitaire. C'est deux choses. On ne pourra sauver l'ouverture que si on revalorise l'identité. Ça, c'est mon obsession théorique depuis 15 ans et le message ne passe pas. C'est-à-dire que plus vous avez d'ouverture, plus il faut que les individus, les peuples se tiennent. Donc, c'est normal qu'il y ait des revendications d'identité culturelle ou religieuse. C'est tout à fait normal. Si on veut qu'elles ne débouchent pas sur du communautarisme, alors il faut à la fois qu'on soit capable de faire repartir l'ascenseur social et qu'on soit capable aussi de reconnaître que la diversité culturelle et religieuse que nous avons votée au niveau international est un fait. Donc, quand on va dire on doit redessiner la laïcité en tenant compte de la diversité culturelle et religieuse. C'est un projet politique extraordinairement fort pour l'Europe. On doit pouvoir y arriver. C'est exactement ce qu'ils font. Ils redessinent la laïcité. Alors attendez, en interdisant les... Qu'est-ce que vous voulez dire par redessiner la laïcité? Je voudrais juste finir le raisonnement. Il nous reste 10 minutes d'émission, 12 minutes, pardon. La redessiner la laïcité, c'est pas du tout abandonner les principes, c'est simplement de voir à quelles conditions est-ce qu'on peut passer d'une laïcité de combat qui a été la nôtre pendant longtemps à une laïcité de tolérance. Et il faut faire du comparatif. Il y a un autre pays comme le nôtre, ils sont tous confrontés, mais hors de l'Europe, le Canada découvre avec violence que son modèle canadien explose. Donc ils ont fait une commission qui s'appelle la commission sur les accommodements raisonnables. Et eux sont complètement perdus parce que les revendications religieuses, culturelles percutent de plus en plus ce qu'ils appelaient l'identité canadienne. Ils ne savent pas comment faire. Nous, en Europe et en France, on est beaucoup plus armés parce qu'on s'engueule et on se bat là-dessus depuis un siècle. Mais ce qu'il faut entendre, c'est qu'il faut faire deux choses simultanément. Il faut conserver ce concept de laïcité parce que c'est la seule garantie de la paix dans l'avenir, mais il faut le retricoter en tenant compte des aspirations et des revendications. On ne peut pas uniquement dire c'est interdit. Il faut faire de la pédagogie politique. Mais concrètement, quand vous dites retricoter, vous pourriez pas prendre un exemple qu'on comprenne ce que vous voulez dire par là? Je prends un exemple, c'est qu'hier, pour les cultures, il n'y avait qu'une solution, c'était l'assimilation et l'intégration. Aujourd'hui, les peuples ou les communautés veulent bien s'intégrer, mais veulent aussi conserver leur identité. Donc il va falloir qu'on arrive à faire deux choses à la fois, un minimum d'intégration et un minimum de cohabitation. Et ça va nous obliger à avoir un modèle démocratique plus ouvert, où il y aura certes un modèle français, russe, américain, etc., mais dans lequel on admettra qu'il y a du pluralisme des identités. Alors, justement, c'est ça. Ça s'appelle refonder l'universalisme. Ça s'appelle, je dis un mot parce que, ça s'appelle refonder l'universalisme à l'aune des identités culturelles. Et sans renoncer, quand même. Bien évidemment. Alors, Éric Zemmour et ensuite Nadir Djenad. Chacun essaie d'être un peu discipliné, un peu plus rapide, parce qu'on a peu de temps. Pardonnez-moi, moi c'est trop subtil pour moi. Je pense ça qu'on ne pourra pas avoir les deux. C'est tout. C'est pas fromage au dessert, c'est laïcité ou diversité. Que le multiculturalisme, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, l'universalisme est l'opposé du multiculturalisme. Donc j'ai dû repenser l'universalisme à l'aune de l'identité. C'est pas pour fonder le multiculturalisme, c'est pour évidemment développer l'universalisme. Le multiculturalisme est contraire à l'universalisme français. Parce qu'il y a un universalisme français, qu'on le veuille ou non. Européen. Non, français. Non, français. Je pense que quand on se plaint des atteintes à la laïcité, que moi je crois elles vont se multiplier. Moi je n'ai pas je pense. Vous pensez que ça va se multiplier? Ah mais moi je pense que la République cédera. Allez. Voilà. Vous pensez que la République va céder? La République cédera parce qu'il y aura une pression trop forte, et elle cédera parce que depuis 30 ans on a. Vous avez une vue assez pessimiste. Oui, je pense que les gens ne veulent plus justement. Ils veulent l'intégration. L'intégration, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire justement on
Voltaire l'a très bien dit d'ailleurs, on garde son identité. Et en France, garder son identité, ça veut dire, non mais la France c'est pas la cohabitation. La France c'est, on se fonde dans le moule, dans le creuset français. Sinon, ce n'est plus la France et c'est des affrontements dont on a en germe, et c'est le renoncement de la laïcité. Et quand j'entends dire, on peut avoir la laïcité et on peut avoir le multiculturalisme, je pense que non. Je pense. C'est comme ça qu'il a interprété ce que vous avez dit. C'est comme ça que j'ai interprété. C'est bien ce qu'il dit. C'est comme ça qu'il a interprété. Dominique Volton, s'il vous plaît. Je dis c'est comme ça qu'il l'a interprété. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Je n'ai jamais prononcé le mot multiculturel. C'est bien pour ça que je dis que c'est comme ça qu'il l'a interprété. Cette fois-ci non, mais vous l'avez prononcé à d'autres reprises. La réalité, nous sommes dans des pays multiculturels du point de vue des fêtes. On a bien compris que c'était pas votre position. Je vous dis que c'est comme ça qu'il le dit. Non, pas le multiculturalisme. Nous sommes dans une société multiculturelle dans les faits, pas dans les valeurs. Je disais, mais c'est la. Éric Zemmour, on s'arrête, s'il vous plaît. Quand on comprend rien, on comprend rien. On a bien compris. Je pense à la phrase de Bossuet qui dit qui se moque de ces gens qui détestent les conséquences dont ils chérissent les causes. On est en plein. Et quand j'entends qu'on se plaint des politiques pour limiter l'immigration, c'est la même chose. Tout ça, si vous voulez, c'est la République qui essaye de sauvegarder son modèle. Mais elle n'y arrivera pas du tout. Et d'après moi, elle n'y arrivera pas. Nadir Djenad, pour conclure. Bon, juste un mot, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit concernant le fait que nous vivons dans une société multiculturelle, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a, je pense, un repli communautaire, mais il y a aussi, il doit y avoir un effort de pédagogie d'expliquer ce que c'est la laïcité. Je pense qu'il ne faut pas laisser, par exemple, des religieux, par exemple, et qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, par exemple, le monde dans lequel ils vivent, la société dans laquelle ils vivent, et ses règles et ses lois. Donc, il doit y avoir une pédagogie concernant la laïcité. Quand vous dites pédagogie, on entend presque répression derrière. Non, mais répression, j'exagère. Je suis un provocateur. C'est un peu mon boulot. Mais au bout d'un moment, la pédagogie, il faut s'arrêter, il faut imposer. C'est comme les immigrés, il faut les jeter de France. Non, attendez, mélangeons pas tout. Et dernière chose, j'aimerais quand même saluer qu'il existe quand même des initiatives. On n'en parle pas assez. C'est vrai qu'on parle souvent des affaires qui posent problème, mais il existe un dialogue interreligieux, interculturel. Il existe par exemple un groupe d'amitié islamo-chrétien où on parle de laïcité, par exemple, dans les banlieues parisiennes. Voilà. Alors, Francis, et puis on va s'en tenir là après. Il y a la majorité de gens dans ce pays, dont je suis, qui n'ont, excusez-moi, mais qui n'ont rien à faire des religions et des dialogues interreligieux, quoi. Et que la religion, ça relève de la sphère privée. Merci. Et nous n'avons pas envie que cela pollue notre existence publique. Voilà, non, c'est ça la question. C'est ça. Non, mais finissez, mais je veux dire quelque chose là-dessus. On va laisser Francis terminer, et Dominique aura le dernier la parole pour une fois. Deux petites choses. Moi, je pense que la laïcité, ça ne se négocie pas. Ça s'impose. Non, je ne suis pas d'accord avec vous non plus. Je dis que ça ne s'impose pas. La laïcité est tout simplement. D'accord? Il n'y a même pas de pédagogie de la laïcité en tant que telle. Mais elle a été imposée. Elle existe encore dans ce pays. Oui, d'accord, mais cela est fait. Oui, mais c'est un combat. Ce pays existe dans le monde de la laïcité. Et que quand, par exemple, il y a l'irruption, la dernière fois nous parlons ici même de cette condamnation, en fait, de l'histoire de la virginité. Oui, de l'annulation de mariage. C'est ça. Et que quand des particularismes, je veux dire même tribaux, à chaque fois il y a réaction, c'est ça que vous voulez dire. Irruption comme ça dans la justice, ça pose quand même, je veux dire que ça renvoie à des réflexions profondes sur juste, la laïcité peut être menacée, il faut être vigilant par rapport à cela, mais elle n'a pas, je veux dire, à être négociée. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Et de ce point de vue-là, Eric, il y a un souci quand même quand vous parlez d'intégration. Je pense que vous ne mettez pas forcément le bon contenu dans les mots, parce que vous parlez de l'intégration comme étant une menace. Mais non, l'intégration, ce n'est pas la juxtaposition des cultures. C'est simplement la cohabitation harmonieuse en diverses cultures, mais qui souscrivent fondamentalement à un modèle collectif commun. Voilà. Alors bon, Dominique Volton, vite, parce que vous savez, il nous reste très peu de temps. Hein. D'accord. Premièrement, on peut pas. La laïcité, c'est un patrimoine culturel français, en bonne partie européen. Mais c'est pas ça que je veux dire. Ça peut pas être une forteresse, la laïcité. C'est-à-dire que ce qui a changé entre 1905 et aujourd'hui, c'est que là, vous avez un retour mondial que nous ne contrôlons pas, que personne ne contrôle, qui est de dire, quel que soit le modèle politique, démocratique, il y a un retour de la religion dans la politique. Et nous ne pouvons pas dire, nous conservons notre laïcité et nous l'imposons, parce qu'on va avoir de nouveau une guerre de religion entre ceux qui sont des laïcs rationalistes contre ceux qui sont des religieux. Donc moi, mon obsession, c'est d'éviter cette guerre, parce qu'on en a fait des millions de guerres comme ça. Donc, je pense que la seule solution, c'est un progrès de la laïcité, mais si jamais elle est contestée
par des éléments d'extrémisme, quelle que soit leur origine religieuse, linguistique, peu importe. Il faut tenir les valeurs, mais il faut être capable de négocier et d'expliquer. On a un problème de pédagogie. Si vous voulez, il faut refonder la laïcité. C'est ce que nous faisons. Et on doit être capable. Voilà, il faut quand même être sensible au fait qu'il y a partout dans le monde des revendications d'identité culturelle et religieuse. Voilà. Dominique Volton, je crois que finalement, là, on comprend bien les deux positions. À partir d'un constat commun. On fait un même constat, mais on n'est pas forcément d'accord sur les solutions. Je voudrais, parce qu'il nous reste 7-8 minutes, quand même qu'on continue. Cette semaine, on a eu droit aux sous-chiens. Il y a les déchiens chez Jérôme Deschamps, mais il y a aussi maintenant les sous-chiens. Les sous-chiens, c'est pour les Français de souche, parce qu'il faut bien leur donner un nom aux Blancs. Telle est la façon dont a justifié l'expression sous-chien lors d'une émission de télévision, la porte-parole du mouvement des indigènes de la République. Alors Francis, maladresse, provocation, inconscience. Je crois que vous avez choisi le mauvais client pour poser la question, parce que... Justement, vous qui n'êtes pas nécessairement un sous-chien, vous ne seriez pas un sous-chien peut-être. D'abord parce que j'ai découvert ce sujet avec vous, parce que je n'étais pas en France la semaine dernière. Et en Afrique, personne n'a réagi à ce genre de sujet. Écoutez, je n'ai pas regardé la télévision, enfin j'ai pas vu cette émission dont vous parlez. On n'a pas parlé. Donc quand j'ai lu le sujet avant cette émission, bon écoutez, moi j'ai pensé sous-chien, ça doit être peut-être simplement inspiré de français de souche, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes souche. Bah, évidemment, d'autres ont pensé à sous, ça peut être très drôle, chien, ça peut être très drôle. Bah ça, s'il y a eu des interprétations et qu'on ait prêté des arrêts pensés à ce mot, ça montre bien l'état d'esprit qu'il y a dans ce pays, c'est-à-dire de méfiance, de malaise, je veux dire, qu'il peut y avoir. Ah, on laisse finir. Non, mais pas du tout. On laisse finir. J'essaie de comprendre tout simplement un sujet qui pour moi n'en était pas un au départ. Non, alors, Nadir Djenad, parce que là tout le monde se bat pour prendre la parole, Nadir Djenad, ouais. Tout d'abord, ce mouvement des indigènes de la République, lutte depuis des années contre les discriminations. Pas très longtemps. Quelques années. Ça fait quelques années, qu'il dit. Quelques années contre les discriminations et contre le racisme, et ça, c'est un combat légitime, j'allais dire. C'est un combat légitime. Bon, alors. Par contre, l'utilisation des mots, l'utilisation de certains termes peut être excessif. Ça, j'en conviens. Mais en tout cas, moi, je pense que ça a le mérite de soulever un problème, c'est l'appellation français de souche et français, par exemple, issu de l'immigration. Ouais. Moi-même, ici, sur ce plateau, avec vous, j'ai... Dans les banlieues, ils disent gaulois, hein. Voilà. Comment doit-on s'appeler finalement? Est-ce que finalement on doit s'appeler français tout bêtement? Non, mais bon. Est-ce que finalement on doit s'appeler tout simplement français? Oui, mais pas français de souche. Mais on en revient à notre discussion sur assimilation. Non, je voudrais dire Éric Zemmour et ensuite Dominique Volton. Moi, je pense que et on s'étale pas trop. Je m'étale pas du tout. Francis a fait un modèle de casuistique de jésuite. Évidemment que la personne des indigènes de la République qui fait le jeu de mots sur sous-chien pense évidemment à sous-chien. C'est une évidence. Surtout que c'est pas... On n'est pas dans sa tête, mais enfin, disons qu'en tout cas, d'autres y ont pensé. C'est évident. Et à partir du moment où d'autres y ont pensé, c'est que c'était possible. Arrêtez avec ça. C'est évident. En plus, cette histoire, elle ne date pas de la semaine dernière, pardonne-moi, Francis. Je l'avais lu il y a plusieurs mois. Il l'avait déjà sorti à la télévision il y a plusieurs mois. Et déjà, personne n'avait réagi sur le plateau. Bah maintenant, Brice Hortefeux a réagi. Et il a bien raison. Alors, et il a bien raison parce que Brice Hortefeux a porté plainte et a demandé à la justice. Absolument. Il défend pas les blancs. Attendez, on va laisser Eric. Si on avait dit Youpin, si on avait dit Bicot, vous auriez été scandalisés. Alors arrêtez avec ça. Et vous pas? Mais évidemment, j'aurais été scandalisé. Vous auriez été aussi scandalisé. Évidemment. Mais je voulais vous l'entendre dire. C'est évident. C'est évident. Enfin, je suis pas sûr. Bon. Simplement une dernière chose. On va laisser finir. Dans les cours de récréation aujourd'hui, des quartiers populaires, on se traite régulièrement de sales arabes, de sales juifs, de sales noirs, de sales blancs, de sales gaulois, de sales français. Sales français étant l'insulte suprême. C'est pas nouveau. Quand c'est les Italiens qui émergent, on les traite de macaroni. Oui, mais on se traitait pas de sales français. C'est ça l'insulte nouvelle. Alors, je voudrais répondre là-dessus. Moi, j'aimerais que Dominique prenne la parole là maintenant. Si on arrive à sortir des mots comme ça, il faut comprendre pourquoi des hommes dans un mouvement qui lutte contre la discrimination disent ça. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on est dans une espèce de discrimination
effrayantes. C'est-à-dire, il y a des Français d'origine, il y a des Français de la première génération, il y a des Français de la deuxième génération, il y a des Français de la troisième immigration. C'est de plus en plus, comment dirais-je, humiliant. Donc moi, je comprends très bien que la bataille des mots, c'est une bataille pour poser une question politique. Et ce mouvement a eu parfaitement raison de dire ça, parce que comme ça, il permet de voir qu'en fait, il n'y a pas une catégorie de Français, quelles que soient les origines, mais comme par hasard, on continue à faire une hiérarchie entre les Français blancs et les autres. Donc par conséquent, je pense que dans la guerre de la communication politique qui passe par les mots, c'est une bonne manière de poser la hiérarchie. Il n'y a pas plusieurs manières d'être français. C'est quand même une provocation, alors. Mais pour poser le problème. Mais c'est pas une provocation de tenir un certain nombre de propos sur les Français de première, deuxième, troisième génération. C'est pas de la provocation de dire que vous êtes un Français issu de l'immigration. C'est pas d'une profonde humiliation. Mais ils ont tout à fait raison. C'est souvent employé par des gens qui sont pas soupçonnés de cela, parce que j'ai souvent entendu des socialistes, des gens de gauche employer ces expressions. Attendez, premièrement, c'est pas réservé la pensée politique française à l'UMP ou à Sarkozy, ces genres d'expressions. Hélas, la tragédie française. Non, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais je vais répondre. Nous avons subi une eupénisation des esprits depuis 40 ans. Et même au sein du Parti socialiste, même au sein de la gauche française. Bien évidemment, et la force. Vous comprenez, on se gargarise ici de l'universalité. Non, moi je pose des questions. Mais je vous réponds. La tragédie française, c'est qu'elle n'est pas fidèle à son modèle d'universaliste, c'est-à-dire qu'elle a continué à hiérarchiser les Français qui étaient blancs des autres. Et donc par conséquent, si on veut être universaliste, on est blanc de toutes les origines. Et donc par conséquent, quand on arrive à dire un mot comme sous-chien, ça veut dire qu'il y a derrière, en cause, 40, 50 ans d'humiliation. Donc moi je trouve qu'ils ont raison de poser ce problème. Parce que Dominique... Et attendez, on est ici sur François. Et il nous reste une minute. Vous permettez, je voudrais finir. On est à François. S'il vous plaît. Je voudrais dire une chose. S'il vous plaît, pas trois en même temps. Je voudrais dire une chose, pour finir, parce qu'on est sur François. On est sur François. Moi, ça fait des années que je mène des recherches pour dire que les France de l'Outre-mer font partie de l'identité française. Et vous savez très bien, à RFO comme à François, qu'il y a deux poids, deux mesures, et qu'un des racismes implicites de ce pays qui s'appelle la France, c'est que même les peuples, les hommes et les femmes issus des Outre-mer, on les prend même pas pour des vrais Français. Donc, par conséquent, la question, elle est fondamentalement politique, elle est réelle. Si on veut être un grand pays, eh bien, on est Français. Quelles que soient nos origines. On est français, quelles que soient nos origines. Personne n'a dit le contraire. Alors, bon. Allez voir il y a des gens qui ont dit le contraire. Pas forcément autour de cette table, mais il y a des gens qui ont dit le contraire. Vous allez voir. Allez à Mayotte, allez en Guadeloupe, vous l'aurez tous, s'il vous plaît, vous l'aurez tous remarqué. Éric Zemmour, est-ce que vous avez la gentillesse de me laisser terminer? Vous l'aurez remarqué, cette émission se termine pour la saison comme elle a commencé, avec des débats passionnés. On n'est pas venu à bout, mais on espère qu'en tout cas, on n'est pas venu à bout de votre patience. On vous remercie d'abord de la fidélité. Voilà, c'est la fin. C'était le dernier numéro de l'hebdo. Francis voulait remercier. Remercier nos confrères, nos amis pour cette belle saison, pour avoir passé ce temps ensemble et d'avoir partagé cette parole. Je le fais au nom d'Africa numéro 1. Je m'associe à Beurre FM aussi. Bah voilà, vous voyez. Je voulais également qu'on rende un hommage à Jean-Marc, qui a été à la fois animateur et médiateur souvent, avec beaucoup de tact. C'est gentil, Francis. Le café, c'est pour moi. Et avec souvent une belle générosité. Bon, vous êtes gentil. Moi, je voulais vous remercier tous les quatre, bien sûr. Et puis, je voudrais remercier aussi toute l'équipe de régie, toute l'équipe technique autour de Jean-Luc Benzimra. Vous ne les voyez pas à l'antenne, mais sans eux, on ne serait pas là. C'est aussi simple que ça. Et puis, n'oubliez pas de continuer à suivre François, parce que même si l'hebdo n'est plus là la semaine prochaine, on vous réserve quelques pépites tout au long de l'été. Je voudrais vous dire une chose. Une superbe exclusivité, c'est vendredi prochain, 27 juin. C'est pour les 90 ans de Nelson Mandela. Il y a un immense concert à Londres. Et figurez-vous que François, pour vous, a l'exclusivité et donnera en direct ce concert à partir de 19h30 sur nos antennes, vendredi 27 juin. Et ils seront tous là, Johnny Clegg, Zucchero, Eminem, et bien d'autres encore. Bon, donc soyez là aussi. Ça sera commenté par Jean-Manuel Dupont. C'est un rendez-vous 19h30, vendredi 27 juin. N'oubliez pas, merci de votre fidélité et à tout bientôt.